Bonjour à tous, il est énarque, inspecteur des finances, a été le directeur de cabinet de Jacques Delors lorsqu'il était président de la Commission européenne, ancien commissaire européen au commerce. Il a passé 8 ans à la tête de l'OMC, qu'il a quitté à l'été 2013. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Quand la France s'éveillera », un ouvrage dans lequel il nous invite, et il invite les politiques en particulier, à changer de regard sur la mondialisation. Bonjour Pascal Lamy. Bonjour. À bien des égards, le dossier Alstom et le psychodrame national qui l'entoure éclaire et reflète le propos que vous tenez dans votre livre, ces rapports compliqués à l'égard de la mondialisation et les travers bien français. Quel regard portez-vous sur cette séquence? Disons, je crois que Patrick Cron, le patron d'Alstom, l'a dit clairement, Alstom est trop petit et n'est pas assez riche pour survivre dans le monde d'aujourd'hui. Moins de 10 milliards de capitalisation boursière dans des métiers aussi consommateurs de capital que la technologie, les transports, les turbines, les nouvelles énergies. Et donc, c'est un cas où tout seul, on s'en sort pas. Et ça, il y en aura de plus en plus dans ce monde qui s'intègre et où il faut avoir les moyens, les reins assez solides pour travailler sur le marché mondial. Il y a beaucoup d'entreprises françaises. Je vois Schneider, ils viennent de racheter une grande entreprise américaine. Ils sont mondialisés. Donc il y a des entreprises françaises qui sont de taille sur ce marché mondial, simplement, pas toutes, et de temps en temps, il faut faire des choix. Quand je parlais de psychodrame national, c'est qu'on a vu immédiatement les réactions habituelles, tant des politiques que des syndicats, que des médias également, sur le thème du déclin industriel, de la perte d'un fleuron national. De ce point de vue-là, il y a une spécificité française, on ne réagit pas comme ça à l'étranger ? Non, on réagit toujours un petit peu comme ça quand c'est une vieille marque industrielle qui parle pour l'histoire du pays. Alstom, c'est très 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 ancien, c'est une très longue histoire. Je pense qu'on réagirait un peu partout comme ça, et ce qui n'est pas bon, c'est d'en faire une leçon absolument générale et de dire c'est l'industrie française. Non, il y a des endroits de l'industrie française ou des services français qui se portent très bien, d'autres moins bien, ça va, ça vient, il en meurt, et je crois qu'il faut s'accoutumer dans le monde de demain à ces mouvements dont certains sont très positifs et d'autres le sont moins. Alors, sans préjuger de la fin de l'histoire, on voit bien dans le cas d'Alstom que ceux qui poussent une solution européenne, qui passerait par un adossement à Siemens plutôt qu'un adossement à General Electric, cela se heurte très vite à la logique européenne qui veut que deux champions européens de la taille d'Alstom et Siemens, forcément, se verraient contrariés par Bruxelles et les règles anti-concurrence. Comment sortir de ce dilemme-là? Je ne pense pas qu'en l'occurrence, le problème soit un problème de concentration du point de vue de la concurrence. Je pense que l'histoire des relations entre Alstom et Siemens est une histoire de conflits, de bagarres. Il y a des traditions comme ça, il y a des entreprises qui luttent les unes contre les autres. Ça finit par faire partie de la culture d'entreprise. Si vous demandez aux gens de Coca-Cola s'ils aiment les gens de Pepsi-Cola ou vice-versa, la réponse est non, parce qu'ils n'arrêtent pas de se bagarrer sur tous les marchés. Et la question est de savoir pourquoi, auparavant, il n'y a pas eu d'accord entre Alstom et Siemens, ce qui eût été pensable. Il n'y a simplement pas eu d'accord parce que les dirigeants des deux entreprises ne l'ont pas vu de cette manière, et au fond, c'est quand même eux qui connaissent le mieux leur métier, leur stratégie, leur perspective moyen-long terme. Alors j'en reviens à votre livre, Quand la France s'éveillera. Dans cet ouvrage, je l'ai dit, vous auscultez le pessimisme, la névrose française, même le pessimisme persistant. Vous dites que ce pessimisme, il est surtout lié à un manque de pédagogie. Nos politiques et les chefs d'entreprise en général ne nous expliquent pas assez les bienfaits de la mondialisation et ce que nous pouvons en tirer. Oui, je crois que, enfin, j'ai passé 25 des 30 dernières années de ma vie à bourlinguer sur cette planète, et je me suis de toujours poser cette question de savoir pourquoi mon pays, qui a des atouts qui valent beaucoup, aussi bien ceux de pays similaires, hein, et il y a des tas de pays dans le monde qui ont eu des problèmes du type de la France, pourquoi mon pays ne les surmonte pas alors que les autres les ont surmontés? Où est la différence? Chercher la différence. Et je crois que la différence, elle est justement dans cette vision extrêmement négative, peureuse, anxieuse, défensive de la mondialisation que nos voisins ou nos homologues ne partagent pas. Et ceci, je crois, vient d'un discours politique traditionnel en France qui consiste, en fond, à attribuer à la Chine, à Bruxelles, à l'Allemagne, aux immigrés, aux Arabes, la source de tous nos problèmes. Je crois que l'essentiel de nos problèmes, c'est chez nous, et qu'il faut accepter que ce monde
qui a des bons côtés et des moins bons côtés, n'est pas la source principale des maux de la France. L'essentiel des efforts à faire, il est chez nous. Oui, vous dites notamment que nous manquons d'un récit national. Quels pourraient être les grands traits de ce récit national? C'est un peu celui que je propose dans ce petit livre, à l'attention de qui voudra bien s'en saisir, c'est-à-dire de redonner à la France une ambition pour l'avenir, d'expliquer aux Français que ce monde n'est pas seulement une catastrophe, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des moyens de s'en sortir, comme d'autres l'ont fait. J'en viens à la situation franco-française. François Hollande, hier dans le JDD, parle d'un retournement économique. Là, on n'est pas dans le récit national, on est plutôt dans la méthode Coué, non? C'est très conjoncturel. Je pense qu'un certain nombre des mesures qui ont été prises, enfin, si je puis dire, vont dans la bonne direction. Reste à savoir si leur ampleur, leur calendrier, leur rythme sera suffisant pour traiter l'essentiel, qui est le niveau du chômage en France. C'est un très vieux problème, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'avant-hier, ça fait 30 ans que notre pays connaît en fait un chômage de masse, et donc c'est certainement une question difficile, mais c'est l'essentiel, et je pense que ce qui est fait par le gouvernement Valls, disons pour donner de l'air aux entreprises, parce qu'à la fin du fin, c'est quand même là que le problème de l'emploi se pose, va dans le bon sens, même si on aurait pu souhaiter, ici ou là, que ce soit à la fois plus fort et plus rapide. Face à ce chômage de masse, récemment vous avez évoqué la nécessité de proposer des SMIC jeunes, en tout cas des boulots moins payés que le SMIC, une proposition qui n'a pas manqué de faire réagir au sein de la famille socialiste. Est-ce que vous persistez aujourd'hui, vous considérez qu'il faut rouvrir ce débat comme l'a fait Pierre Gattaz récemment? Donc, je considère qu'à 25% de chômage des jeunes, on ne doit plus avoir de tabou. Je n'aurais pas parlé de petits boulots si on avait 5% de chômage en France, comme en Allemagne ou en Suisse. Mais à ce niveau, je pense qu'à la guerre comme à la guerre, dans ces conditions, il faut prendre des mesures fortes, et forcément, certaines mesures fortes mordent sur des lignes jaunes idéologiques. Ça peut être provisoire, ça peut être transitoire, mais la marée du chômage est trop forte, trop élevée pour qu'on ne remette pas en cause un certain nombre de nos croyances. Nous sommes maintenant à moins de 3 semaines des élections européennes. Il se dit depuis quelque temps que François Hollande et Angela Merkel pourraient pousser votre candidature à la tête de la Commission européenne. Le poste vous intéresse? Il se dit beaucoup de choses, et je n'ai pas l'habitude de commenter les rumeurs. C'est vrai que l'Europe reste une passion pour moi, et comme je l'explique dans ce petit livre, je croyais à la nécessité de l'intégration européenne quand j'étais à Bruxelles. Les 10 ans que j'ai passés à Genève m'ont encore plus convaincu de la nécessité, dans le monde de demain, qui sera un monde d'éléphants, de construire cette Europe. Nous avons des élections européennes. Chaque famille politique a son champion. Celui de ma famille politique s'appelle Martin Schulz. C'est un social-démocrate allemand. On verra à l'issue des élections, dans les discussions qui auront lieu entre le Conseil européen d'un côté, qui est la chambre qui représente les États, et le Parlement qui est la chambre qui représente les peuples, on verra comment la future Commission européenne sera composée, mais à ce stade, je me bats pour que ma famille politique fasse le meilleur résultat aux élections européennes, et si possible, un peu devant les chrétiens démocrates, qui sont, disons, la famille de centre-droit. La mienne, c'est le centre-gauche. Une bataille électorale, ça se mène sur le front, et puis ensuite on voit. C'est vrai que l'avantage de votre profil, c'est que vous pourriez être le champion des deux familles, en l'occurrence. On n'en est pas là. Merci Pascal Lamy, à bientôt.